Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. Bonjour, je m'appelle Salomon et voici mon témoignage. Je suis né en Côte d'Ivoire et j'ai grandi dans une famille, on était 4 enfants. Ma famille était une famille de classe moyenne. Mon père était exploitant forestier et ma mère était expert comptable. Donc j'ai eu une enfance où j'étais en école privée, j'étais très bon à l'école selon les dires de ma mère. Et donc j'avais une vie paisible en Côte d'Ivoire. Est venu le moment où il y a eu la guerre qui a éclaté en Côte d'Ivoire. Puis il a fallu partir de la Côte d'Ivoire parce que ça devenait vraiment dangereux. Et vu que mon grand-père du côté de ma mère était un responsable de recrutement de l'armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était en charge de recruter des tirailleurs pour venir combattre, pour libérer la France. Donc on a eu des facilités pour pouvoir justement venir en France. Arrivé en France, c'est vrai que j'étais complètement déstabilisé. Déstabilisé pourquoi? Parce que déjà, j'avais plus ma grande maison, j'avais plus mes amis. Je me souviens que quand on partait pour voyager, je pleurais, je disais non, je veux pas aller en France, je veux pas aller en France, je pleurais. Et mes amis disaient mais vas-y, écoute, t'inquiète pas, on va s'écrire et tout, etc. Donc c'était vraiment un traumatisme pour moi de venir en France tout petit. Et puis en France, on est arrivé, c'est un autre cadre. Il fait froid, et puis on vivait en cité, donc c'était des grandes tours, tout était gris. Et puis moi j'ai dû m'adapter. C'était dans le 94, donc le 94, je suis arrivé dans le 94 à Boissy-Saint-Léger. Et là, du coup, on a commencé à se familiariser avec l'écosystème français et plus particulièrement de banlieue. Donc très vite, il faut faire sa place. Très vite, il faut affirmer son identité. Et très vite, il faut se faire des amis, se préparer pour l'école, etc. Donc j'ai commencé un peu à me faire des amis. Je jouais au foot aussi, donc j'étais assez bon joueur au foot parce que en Côte d'Ivoire, je jouais pieds nus au foot, sur la pluie. Je courais. On appelle ça les tournois de Maracana. Donc on joue pieds nus de ville en ville, on fait des tournois, etc. Donc j'étais vraiment, j'avais quand même des qualités footballistiques. Et puis ça m'a permis de facilement m'intégrer au quartier. Ça jouait au foot, donc je venais. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Salomon. Ok, tu veux jouer? On me mettait d'abord au but. J'étais au but, je jouais au but. Et après, c'était mon tour d'être sur le terrain. Et puis j'arrivais. Et quand je jouais, je disais, ah purée, t'es fort. Et après, c'est comme ça que j'ai sympathisé avec les gens. Donc très vite, j'ai commencé à traîner avec les mêmes. Certainement, vous les connaissez. Mamadou, Karim, Hakim, Youssouf. Et donc très vite, j'ai commencé à traîner avec en bande. Et puis c'était l'adolescence. Et à l'époque, il y avait une mode de musique qui provenait de la Côte d'Ivoire. Donc c'était les groupes Magic System, les Faroteurs avec Doug Saga pour ceux un peu qui ont baigné un peu dans la musique afro et notamment africaine. Et donc les Ivoiriens avaient un peu la cote entre guillemets. Donc ça fait que je dansais le logobi, je dansais le coupé décalé, etc. Et ça permettait justement de pouvoir asseoir une identité et avoir un peu la cote entre guillemets avec les filles, que ce soit au collège, que ce soit dans les après-midi. Je ne sais pas pour ceux de ma génération, mais il y avait des fêtes un peu d'après-midi comme ça, où on se retrouvait dans des villes et tout, et il y avait de la musique, quand on arrivait en bande, il y avait des groupes de filles, des groupes de garçons, il y avait des groupes de d'autres quartiers, et puis on dansait et tout, et puis là-bas, on essayait de draguer des filles, et puis souvent on s'embrouillait aussi avec d'autres bandes de d'autres villes rivales, etc. Donc mon enfance a été, en tout cas mon adolescence a été baignée un peu dans tout ça. Et comme je venais de l'Afrique, j'avais un petit accent un peu blédard, comme on dit. Et souvent en classe, quand je levais ma main pour intervenir, les gens se moquaient de moi, les gens rigolaient à cause de mon accent blédard, parce que je parlais un peu comme ça, quoi, tu vois. Et ça faisait rigoler les gens. Mais très vite, il a fallu que je m'affirme et que je trouve vraiment mon identité. En banlieue, c'est très difficile de s'affirmer sans ne pas être violent. Donc, il a fallu montrer que j'étais un bonhomme, que j'étais un dur,
que j'étais un thug. Et très vite, j'ai commencé à me bagarrer. Dès que quelqu'un m'embêtait, j'étais violent, etc. Je pense que aussi ça a forgé ma personnalité. Et très vite, avec mon groupe de jeunes, on squattait les gares, les centres commerciaux. On allait à Créteil-Soleil, on se bagarrait avec des jeunes de d'autres villes, etc. Et puis on a commencé à avoir une petite renommée comme ça dans le 94. Et puis il est arrivé un événement, c'est que la dame qui nous hébergeait à l'époque ne pouvait plus nous héberger avec ma famille. Et il a fallu justement trouver un lieu où dormir. Et en France, c'était assez difficile, en tout cas c'est assez difficile quand tu viens d'Afrique de trouver un lieu d'hébergement, etc. Donc on s'est retrouvé à l'hôtel. Et on appelait tout le temps le 115 pour pouvoir trouver des chambres d'hôtel. Parfois on ne trouvait pas, donc on dormait dehors dans la rue, etc. Donc j'ai grandi avec vraiment des difficultés d'intégration en France. On n'avait pas de maison, on dormait dehors, on se baladait d'hôtel en hôtel. Je me souviens parfois sur le carnet de correspondance, il fallait noter l'adresse de la maison. Et moi je mettais l'adresse du Formule 1 à l'époque. Et je le cachais. Je le cachais pour pas que les gens sachent que j'habite à l'hôtel. Et je me souviens, on avait une chambre d'hôtel. Il y avait ma mère qui dormait sur le lit du bas. Et moi et mon frère, mes frères et sœurs, on dormait à 3-4 sur le lit du haut. Et on vivait comme ça. Ma mère, elle se débattait comme elle pouvait. En temps, notre père nous a laissés. Il est parti vivre en Afrique. Donc c'était vraiment difficile. Et là, j'ai développé dans mon cœur beaucoup de haine. Déjà mon père, premièrement. Beaucoup de rancœur envers la société, toutes les institutions, tout ce qui est institutions, dont j'entends par là police, école. Je disais, c'était pas juste un petit enfant de surcroît dont le grand-père a été recruteur de tirailleurs qui ont défendu la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Je vivais dans des conditions comme ça, j'étais révolté. Et puis j'étais là dans l'hôtel, je disais à ma mère, mais pourquoi on rentre pas en Côte d'Ivoire? On a une grande maison là-bas, on a un grand jardin, qu'est-ce qu'on fait ici? Il fait froid, etc. En fait, pour moi, l'adolescence, c'était vraiment un grand traumatisme parce que pour d'autres personnes, la France faisait rêver. Mais pour moi, c'était pas quelque chose que j'appréciais parce que, en fait, j'étais déraciné et puis j'étais dans des conditions vraiment bien en Côte d'Ivoire. Donc, ici, on dormait dans l'hôtel et donc je comprenais pas pourquoi on restait là, etc. Et je me posais tellement de questions. Et puis, il y avait le racisme aussi. Il y avait aussi les préjugés qu'on avait, etc. Et puis, c'est vrai que aussi, quand on grandit en cité, forcément, on tombe dans des vices. Donc, la drogue, la délinquance, le vol, etc., les bagarres de rue, tout ça. Et donc, j'ai grandi un peu dans cet univers-là. Et en fait, j'avais pas de but dans ma vie. Ma vie, c'était, je traînais à la cité, j'allais jouer, j'allais vendre, avoir de l'argent. Je partais dans les centres commerciaux, j'achetais des beaux vêtements et je draguais les filles et rebelote. J'avais pas de vision. Vision d'avoir un métier, vision de fonder une famille, vision d'aller en vacances. J'allais jamais en vacances. Je pense que pour peut-être certains de mes amis ou des personnes qui vont se retrouver dans mon témoignage, on tenait les murs, été comme hiver. On n'allait jamais en vacances. Mais rassurez-vous, j'ai rattrapé maintenant. Et puis de là, du 94, on a trouvé un appartement dans le 93 à Clichy-sous-Bois. Alors Clichy-sous-Bois, c'est la ville la plus pauvre de France. Dans le 94, en Seine-Saint-Denis. Donc je suis arrivé là-bas, rebelote. Fallait se réaffirmer, montrer que tu étais un bonhomme. Et puis c'est reparti. Je suis retombé dans une bande. C'était une bande qui s'appelait les Microbes, donc des jeunes de Clichy-sous-Bois et des jeunes de Montfermeil. Et puis on partait en soirée, on se bagarrait. À l'époque, il y avait des grandes soirées au Folies Pigalle sur Paris. Et il y avait énormément de gens qui venaient dans cette boîte de nuit-là. Et on se bagarrait, etc. On arrivait à Gare du Nord. À l'époque, à Gare du Nord, il y avait beaucoup de jeunes qui traînaient aussi à Gare du Nord. À la Défense aussi, il y avait beaucoup de jeunes. À Châtelet, il y avait énormément de bagarres de rue là-bas. Nous, on y allait. On était en quête d'adrénaline, de bagarres, de violence. Et c'était comme ça. Comme ça, on était dedans. Et puis, il y a un événement qui a été vraiment, qui a marqué mon adolescence. C'est en 2005, à Clichy-sous-Bois. Et c'était un fait d'actualité. Zied et Bouna sont morts électrocutés dans une centrale électrique. Ils sortaient de la ville voisine qui était Livry-Gargan. Et puis, ils rentraient à Clichy-sous-Bois. Et puis, ils se sont fait poursuivre par la BAC. Et puis ils ont couru, ils n'ont pas voulu coopérer, ils ont couru, ils ont sauté pour se réfugier dans une centrale électrique. Et là, ils ont explosé, ils sont morts.
Ils sont morts. Et je me souviens à l'époque, on était au synthétique en train de jouer au foot. Et il était peut-être vers 17h, 18h, c'était en hiver. Et il commençait à faire un peu nuit. Et la ville entière était plongée dans le noir. Et on se disait, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Il y avait une coupure d'électricité parce que justement, ils étaient tombés dans la centrale électrique. Et puis là, de bouche à oreille, on a commencé à apprendre, oui, Ziad Bouhen, ils sont morts, Ziad Bouhen. Et là, tout le monde a commencé à vraiment avoir de la haine. Je crois vraiment qu'on était animés d'une force, des forces démoniaques parce que on est tous rentrés chez nous, on a pris des pulls à capuce, des jogging, des baskets et on s'est donné rendez-vous. On a dit on va aller contre la police, on est descendu et c'est là qu'a commencé les émeutes parce qu'on voulait venger la mort de nos 2 camarades. Et les émeutes ont commencé à Clichy-sous-Bois, à Montfermeil. Donc les gens brûlaient des voitures, les gens incendiaient des gymnases, on se bagarrait contre la police, on lançait des cocktails Molotov contre la police, contre les pompiers. Tout ce qui était institution, tout ce qui était uniforme, bah, c'était notre cible. Et je me souviens même qu'il y avait des mamans qui étaient de leur immeuble et jetaient tout ce qu'elles pouvaient sur la police. En fait, c'était un climat de guerre civile. Et c'était tous les soirs, c'était comme ça. Tous les soirs, on affrontait la police, on se bagarrait contre la police. Et après, il y a eu un effet boule de neige parce que toutes les banlieues, toutes les villes voisines du 93, par solidarité à la mort de Bouna Ziad, ben, ils ont commencé eux aussi à brûler des voitures, eux aussi à se bagarrer, à se confronter contre la police, contre les pompiers. Et de là, c'est parti dans toute la France. On a vu dans les provinces, en France, les gens, par solidarité, ont commencé à brûler des voitures, ont commencé à se lever, ont commencé à casser. Et c'était vraiment le feu dans toute la France. Ça ne s'est pas arrêté qu'à la France. Ce qui était surprenant, c'est que c'est parti dans certaines villes en Europe et ce feu s'est propagé jusqu'aux États-Unis. Jusqu'en Afrique, des gens brûlaient des voitures par solidarité pour nous. On ne comprenait pas, on se disait mais comment ça se peut? Ben, les gens étaient tellement touchés par la mort de ces jeunes et par la révolte. Et je pense qu'au-delà de la mort de ces jeunes, c'était un ras-le-bol social. C'était un ras-le-bol par rapport à la discrimination que les jeunes de quartier vivaient. Par rapport à l'enclavement, il faut savoir que Clichy-sous-Bois, c'était une ville qui était enclavée. Il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas de tram. Et pour aller sur Paris, il fallait prendre le bus, aller peut-être à 30 minutes au Rincy ou aller à 30 minutes à Chelles, à la gare de Chelles pour aller sur Paris. Donc c'était vraiment enclavé et il y avait, je crois, un ras-le-bol de façon générale. Et beaucoup de personnes se sont reconnues, beaucoup de jeunes qui nous ressemblent dans les banlieues et dans les quartiers, ben, se sont reconnus et on se sont saisis de cette histoire pour aussi montrer leur ras-le-bol par rapport à la politique publique de l'État vis-à-vis des quartiers. Et je pense qu'il y avait, au-delà de la mort de cet événement tragique, il y avait une dimension politique et une dimension sociale forte dans ces événements-là. Et après, la tension est redescendue parce qu'ils ont fait appel à des figures un peu des quartiers qui se sont sortis, qui étaient dans le show business, à Jamel Debbouze, Oumar Sy, à certains joueurs de l'équipe de France qui étaient issus des quartiers populaires, qui ont lancé des appels. Et puis la famille aussi, les familles de ces 2 jeunes ont lancé des appels et ça a calmé un peu les tensions. Et ces familles ont été reçues par le Premier ministre de l'époque qui était Dominique de Villepin, Monsieur Dominique de Villepin, pour trouver un terrain d'entente, etc. L'État a reconnu en partie sa faute avec l'intervention policière, etc. Et ça m'a extirpé un peu de la vie du quartier, de la vie de la cité, de la drogue, des embrouilles, des bagarres de rue, etc. Et ben là, c'est là que je me suis en fait structuré en tant que jeune adulte. Parce que là, j'avais un projet de vie, un rêve que je voulais réaliser, devenir footballeur professionnel. Alors j'étais en centre de formation et puis j'avais mon appartement aussi. Et puis il y avait 4 ou 5 jeunes comme ça qui venaient de la région Île-de-France, aussi des banlieues qui étaient recrutés. Et puis on traînait tous ensemble à Rouen et puis on jouait au foot en centre de formation, etc. Et bien là-bas, pareil.
pareil, donc les jeunes de Rouen et des villes alentours étaient un peu jaloux de nous parce qu'on avait un style parisien, des coiffures un peu extravagantes. Je me souviens, j'avais une teinture blonde, j'étais percé aux 2 oreilles, j'étais percé à l'arcade et j'avais plein de dessins ici, comme, je ne sais pas si vous voyez un peu Djibril Cissé faisait des coiffures un peu comme ça. Mamadou Sakho aussi faisait des coiffures comme ça. Et on était comme ça, 5 ou 6 jeunes de région parisienne qui avaient un style un peu décalé. Et on avait des derniers vêtements, des dernières paires de baskets. Et puis ça, en province, les filles, elles aimaient ça. Donc on avait facilement la cote auprès des filles. On rentrait en boîte de nuit gratuitement parce qu'on était des joueurs du club de la ville. J'allais aux prostituées. J'avais plusieurs filles avec qui je sortais et que j'étais vraiment plongé dans une vie sexuelle dépravée. Là-bas, j'ai eu aussi à me bagarrer avec beaucoup de jeunes. Et je me souviens d'une bagarre devant un grand centre commercial à Rouen où beaucoup de jeunes de la ville de Rouen sont tombés sur moi et ils m'ont mis des coups de pied. J'étais tout seul par terre. Ils m'ont tapé avec des barres de fer et je porte encore la cicatrice d'un coup de barre de fer et mon crâne a explosé. J'avais du sang partout et je sais pas comment je me suis sorti de ce groupe de jeunes, mais comme si quelqu'un m'a pris de force et m'a tiré de ce groupe qui était en train de m'achever, de me mettre des coups. Et puis j'ai commencé à marcher, j'avais du sang partout, ma vision commençait à être trouble, je ne voyais plus trop bien et j'ai juste repéré un tabac, donc j'ai commencé à m'avancer et aller vers ce tabac-là. Je suis rentré, je suis allé dans les toilettes, les gens me regardaient, ils étaient complètement choqués. Je me suis mis de l'eau dessus, j'ai pris du papier toilette, j'ai mis sur cette blessure et puis je me suis posé quelques temps et je suis sorti. J'ai pris le premier bus et puis je suis allé dans mon appartement et puis de là je suis parti à l'hôpital, etc. Et je me souviens, j'étais là, je disais à mes amis de Clichy-sous-Bois, venez, descendez, on va faire une descente, on va tirer sur eux. En fait, vraiment, j'étais dans cette forme de délinquance, de représailles. Et puis le football, j'étais le plus grand de ma famille, donc j'avais pas de cadre. Et c'est très important quand on est dans le milieu sportif et qu'on espère justement devenir pro, il faut un cadre. J'étais bon, j'avais des compétences, des qualités, mais j'étais pas sérieux. J'étais pas sérieux avec les filles, j'étais pas sérieux sur le terrain. Je sortais en boîte de nuit la veille des déplacements et des matchs, donc c'était pas sérieux. Donc mon rendement sur le terrain diminuait de plus en plus. Il faut dire que arrivé à la fin de saison, soit on te renouvelle ton contrat, on te fait passer en professionnel, soit on te remercie. Donc on m'a remercié et je suis revenu sur Paris. Et là c'était vraiment mon monde qui s'effondrait, mes rêves. Et ce qui s'est passé, c'est que en rentrant un soir d'une balade sur Paris, j'ai dragué une fille dans les transports en commun. Et cette fille, elle s'est laissée draguer. Et à la fin, elle m'a dit, tu sais, je suis chrétienne et j'aimerais t'inviter à l'église. Je te donne mon numéro, etc. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, waouh, c'est génial, etc. J'ai pris son numéro. J'ai dit, moi, je suis chrétien. De toute façon, je vais venir à l'église, etc. Et je me suis mis sur mon 31 pour aller à l'église. Beau gosse, sur mon 31, bien coiffé, bien habillé. Et je suis arrivé à l'église. Et donc, il y avait la louange, etc. Les gens chantaient, je les regardais, etc. Et c'est vrai que je suis issu aussi d'une famille chrétienne où mes parents étaient vraiment engagés dans leur foi. Mais ma mère, elle priait beaucoup pour moi. Ma mère, elle demandait à Dieu, Seigneur, on est venu dans ce pays, en France. Mon fils ne doit pas être comme ça, traîné. Il a une destinée, il a quelque chose. Elle priait tout le temps pour moi, que Dieu me sorte de la délinquance, que Dieu me fasse de moi un homme avec une vision et des projets. Et puis dans cette église, il y a eu le message et la parole, le prédicateur, en tout cas la personne qui parlait, elle disait, t'es jeune, tu te crois beau, fort, mais si tu meurs maintenant, où iras-tu? Est-ce que tu as pensé à ça? Si la mort t'attrape maintenant, où iras-tu? Et qu'il n'y a que Dieu qui peut être un chemin pour toi, il n'y a que Jésus qui peut t'emmener à être sauvé. Et là, ces paroles me percutaient. Il disait, il n'y a que Dieu qui peut être un père pour toi. Et j'ai manqué de l'amour de mon père. Et ces paroles me percutaient. C'était comme si on mettait des coups de marteau sur un mur, sur mon cœur qui était endurci, dur, violent, qui s'était endurci dans la cité, endurci dans la délinquance, dans la violence. Et je recevais des coups, ces paroles étaient percutantes dans mon cœur. Et là, il a dit, si tu es là, tu veux faire la paix avec Dieu, tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas de relation avec Dieu, tu veux te rapprocher de Dieu, avance, on va prier pour toi. Et je me souviens,
J'étais tout au fond de la salle, le dos collé contre le mur. Et là, ils ont prié pour moi. Et j'ai senti comme un fleuve descendre sur moi. Et je suis tombé. J'ai commencé à pleurer, à pleurer. Et j'ai senti comme un amour que je ne connaissais pas qui a commencé à se déverser dans mon âme. Et là, j'ai été touché, visité par l'amour de Dieu, l'amour du Christ. Et j'ai vu comme, quand j'étais par terre, comme si ma vie défilait. J'ai vu toute mon enfance comme ça, comme un fil qui était là en accéléré comme ça. Et là, je me suis levé, j'ai fait la prière en disant, en répétant après le pasteur, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai fait de mal. J'ai fait souffrir ma mère, j'ai fait souffrir tellement de personnes. J'ai été violent, je me suis bagarré, j'ai volé, j'ai vendu de la drogue. J'étais vraiment dans des choses de débauche, etc. Je te demande pardon. Et je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et je veux que tu viennes dans ma vie et qu'on chemine ensemble. Et quand j'ai fait cette parole, j'ai senti une paix dans mon cœur, une joie venir sur mon visage. Et je suis allé m'asseoir. Et là, à partir de cet instant, j'ai senti comme une transformation dans mon être, dans mon cœur, dans mes pensées. C'est comme si je voyais la vie autrement, différemment. Et à partir de ce jour, j'ai donné ma vie à Dieu et j'ai commencé à évoluer dans ma foi. J'ai commencé à grandir. J'ai commencé à aller moi aussi apporter cette bonne nouvelle, cette expérience que j'avais vécue à tous mes amis au quartier, à tous mes amis qui traînaient dans les gares, à tous ceux qui étaient en prison. J'allais témoigner et beaucoup se sont donnés à Dieu, beaucoup se sont rapprochés de Dieu et j'ai cheminé et aujourd'hui je suis pasteur d'une église qui est basée dans le 16e arrondissement à Paris qui s'appelle New Home. Et avec ma femme, je me suis marié, on a eu des enfants. Aujourd'hui, j'ai passé mes diplômes et je suis cadre supérieur dans la banque. Et Dieu a complètement changé ma vie. Et je profite de cette vidéo, peut-être que tu vas te retrouver dans certaines parties de mon histoire, de ce témoignage. Et j'aimerais te dire que Dieu te cherche, Dieu t'appelle. Et si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et j'aimerais vraiment, si tu as été touché par mon histoire et tu dis, moi aussi je veux avoir une rencontre avec Dieu. Où est Dieu? Où est Dieu dans tous mes problèmes? Où est Dieu dans tout ce que je traverse? Dans tout ce que ma famille traverse? Où est Dieu dans tout ce que j'ai traversé depuis l'enfance? Dieu est là et il veut se rapprocher de toi. Il veut simplement que tu lui ouvres ton cœur. Et si tu veux prendre la décision maintenant, là, pendant que tu me regardes, dans ta chambre ou peu importe, dans le métro ou peu importe où tu es, tu veux prendre la décision, tu peux simplement répéter cette parole après moi. Seigneur, Jésus, longtemps j'ai erré loin de toi. Maintenant, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai fait, pour tous les actes que j'ai commis de mauvais, tous ces actes qui ont blessé mes parents, qui ont blessé des personnes proches, toutes les personnes que j'ai pu faire souffrir. Je te demande pardon pour tous les actes méchants que j'ai posés envers la société, envers les autorités. Je te demande pardon. Et je veux maintenant me réconcilier avec toi. Je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux que tu changes ma vie, que tu touches ma vie. Et je crois que le Seigneur, Jésus, a entendu ta prière. Et dès maintenant, tu es en relation avec lui. Et vraiment, prends un temps, pose-toi et appelle à lui simplement. Et je crois qu'une nouvelle saison s'ouvre devant toi. Une nouvelle page s'ouvre devant toi. Voici mon témoignage. Que Dieu te bénisse. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi. Tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh.